Bonjour, je suis Myriam Yaimi Facio, psychanalyste à Montpellier. Je viens aujourd'hui aborder la question du jumeau perdu. On en parle de plus en plus, il y a eu un petit peu de littérature sur le sujet, mais dans les cabinets psy, on n'aborde pas assez la question, notamment à propos de la conséquence de la perte du jumeau sur la vie affective et l'état un peu dépressif de fond que ça peut amener. Tout ce que je vais vous dire n'engage que moi. Comme d'habitude, hein, je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas, ça reste la mienne. Donc, au gré de mes explorations de l'inconscient, il est apparu que 73% des grossesses commencent à deux le premier mois. Alors, il y a une évacuation quand c'est pas dans la même poche naturelle par un petit saignement que les femmes elles-mêmes ne remarquent pas, ou quand elles le remarquent, elles courent vite chez leur gynéco pour leur dire j'ai perdu mon bébé, et le gynéco, après une écho, va dire non, 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 il est bien là, vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, il y a effectivement une poche qui a été évacuée. Donc là, on est dans des cas de jumeaux dizygotes, pas dans la même poche. Et ensuite, vous avez dans la même poche ou une dispersion des restes des cellules du jumeau perdu. Là, on est vraiment dans le cas du monozygote, ou la fabrication et l'apparition d'un kyste qu'on appelle tératome, qui contient des cheveux, des ongles et des dents, parce qu'il est constitué de cellules souches. Donc c'est le matériau qui était censé fabriquer un deuxième bébé. Alors, dans la perte gémellaire, au-delà des raisons pour lesquelles on perd un double, il y a aussi effectivement le fait d'avoir des ressources nutritives pour deux. Des fois, c'est pas le cas. Il y en a un qui va tirer plus sur les ressources que l'autre, et ça peut affaiblir et mettre un terme à l'évolution du deuxième. Il y a aussi des histoires de double ADN, alors qui sont un peu spectaculaires, hein, très peu connues. Alors, on a vu quelques articles paraître aux États-Unis sur des personnes qui avaient le foie de l'un, les reins de l'autre, etc., comme une espèce de patchwork où les deux fœtus vont n'en former qu'un à la fin. C'est assez particulier. Et les conséquences de cette perte gémellaire, alors, euh, moi je fais partie des gens de l'école de Bruce Lipton qui pensent que tout a une conscience, et surtout un fœtus, hein, même s'il est composé que de cellules. Et de son point de vue et du mien aussi, je suis d'accord avec lui, les cellules aussi ont une conscience, tout est vivant. Quand vous venez seul au monde, et quand je dis seul au monde, c'est que quand vous avez prévu dans votre programmation de venir à deux et que vous naissez seul, il va s'en suivre pour certains toute une suite de drames psychologiques et de conséquences symptomatiques. Alors la première, c'est le fait de changer de monde. Il faut bien comprendre que la gestation est une vie à part entière, aquatique, mais elle a un début, elle a une fin. Et lorsqu'on vient au monde, je pourrais vous dire analogiquement que vous passez par un petit tunnel et que vous voyez la lumière au bout, qui est la salle d'accouchement, et des gens que vous connaissez qui sont vos parents. C'est l'histoire que racontent les gens qui font des NDE, mais je vous assure qu'on n'est pas très loin de la naissance. On passe d'un monde à l'autre, c'est-à-dire qu'on sort du monde maternel, utérin, pour aller dans un monde aérien où on est euh, avec d'autres codes en tout cas, hein, d'autres façons de fonctionner. Vous mangez par la bouche, vos poumons s'ouvrent, etc., etc. Donc déjà le premier choc quand un fœtus a perdu son jumeau ou sa jumelle, c'est ce changement de monde qui va mettre un terme définitif au fait de retrouver ce jumeau perdu. Alors ensuite, ça c'est le premier gros trauma. Donc déjà à la naissance, il y a... Alors, je vous dis, on n'est pas tous égaux, je dis on, parce que moi j'ai énormément recherché sur cette question, puisque j'en ai été euh, victime, entre guillemets. Ensuite, une fracture va s'opérer dans un marquage un peu structurel de peur d'abandon, de peur de séparation, etc. Et surtout de névrose du survivant. C'est-à-dire que moi je vis, je viens au monde, l'autre non. Donc pourquoi moi je vis et pas l'autre? Et là, vous allez enclencher
ce qu'on appelle voilà, un mécanisme bipolaire où, en fait, il y aura toujours, dès qu'une embûche se mettra sur votre passage, un désir de retour utérin dans le sens se couper du monde et revenir à l'ancien monde. Alors, je ne vais pas dire à l'état anorganique, terme qu'on pourrait utiliser en psychanalyse, mais parce que c'est pas mourir, hein, c'est mourir à ce monde extérieur, mais pas, c'est revenir au monde utérin où peut-être on pourrait retrouver cette âme sœur, ce jumeau, cette jumelle. Donc dans la bipolarité, enfin moi ce que j'ai identifié, je répète que ça n'engage que moi, il y a plutôt un retrait du monde. Alors pour moi la bipolarité c'est pas quelqu'un qui casse tout dans la maison, qui passe à l'acte, etc. C'est quelqu'un qui se met sous la couette ou qui s'enferme chez lui, qui débranche son téléphone, qui n'ouvre plus personne qui vient sonner, qui ne répond plus au monde extérieur et qui a besoin d'un temps de stase pour se régénérer, se réparer émotionnellement, puis se représenter de nouveau au monde. Alors pour moi c'est ça la bipolarité, c'est pas la maniaco-dépression où on a des phases down, des phases up, des phases maniaques, des phases dépressives alternées, ou de la cyclothymie. Là, pour moi la bipolarité c'est vraiment un trauma lié à la naissance qui va entraîner ce processus de retrait de la vie régulier, hein, à chaque difficulté de la vie, paf, les personnes se ferment. En général ce sont des gens qui n'aiment pas aller au combat et qui sont plutôt fixés sur une oralité qui est illustrée par la peur du conflit. C'est-à-dire que être en conflit avec une personne qu'on aime, c'est risquer de le perdre et ça, c'est pas possible. Donc les bipolaires, en général, se referment comme une huître et vous n'en tirez rien. Alors, dans les symptômes de la gémellité, du jumeau perdu, il peut y avoir un premier indice, c'est avoir quelqu'un dans votre entourage, un enfant, un frère, qui s'appelle Thomas. Thomas, semblerait-il, veut dire en araméen jumeau, et en décodage biologique, quand on parle d'un Thomas, on dit, de manière associée, chercher le jumeau perdu. Cette incomplétude pathologique qui va faire que... alors là, on va retrouver les gens qui travaillent avec des associés, par exemple. L'associé étant une figure fraternelle, puisqu'on est tous les deux au même endroit et qu'on a le même pouvoir de décision, il n'y a pas de hiérarchie au-dessus. Il y a des gens qui ne savent pas fonctionner tout seuls et qui ont toujours besoin d'un associé pour être dans leur plein potentiel parce qu'il y a cette notion de complétude. Il y a les gens qui cherchent un conjoint, qui disent « je cherche ma moitié », ça aussi c'est un indice. Ou si on n'est pas amoureux, la vie ne vaut pas d'être vécue. Le côté très fusionnel, un peu hors norme, et le côté intense dans la relation affective. Et puis aussi cette demande dans le couple de symétrie, c'est-à-dire que si j'ai des idées politiques de type A, il faut que l'amoureux ou l'amoureuse ait aussi les mêmes idées. Il faut qu'il y ait une symétrie des valeurs, une symétrie de l'appétence, c'est-à-dire si j'aime les huîtres, il faut que mon amoureux ou mon amoureuse aime les huîtres aussi. Et à chaque fois qu'il y a une disjonction entre les appétences, on a l'impression que l'autre nous trahit parce qu'il y a le désir vraiment qu'on soit absolument identique. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur l'autre n'existe pas, l'histoire du miroir, etc. La gémellité, c'est très très particulier. Alors, dans les symptômes horribles de la perte gémellaire traumatique, vous avez la perte brutale d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie ou du premier amour ou de quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes très très proche à 18 ans. Sachant qu'à 18 ans, c'est une réitération du trauma de la naissance parce que vous sortez de nouveau du joug maternel par la majorité. Hein, quand on a 18 ans, on n'est plus sous le joug juridiquement de nos parents. Donc on devient majeur. Et là, on va avoir une date anniversaire de la naissance. Donc il y en a pour qui... Alors, la mort d'un jumeau, ça se matérialise toujours par une mort brutale ou du meilleur ami, ou du conjoint, etc. Alors, il y en a à 18 ans, et la deuxième date anniversaire de la naissance, c'est 40 ans. J'ai eu parfois des patientes comme ça qui ont cumulé des décès de mari, alors qui se sentent des... comment on dirait, poisseuses dans le sens où elles n'ont pas de chance de tomber sur des maris qui vont mourir. Mais ce qui est particulier dans la perte gémellaire, c'est vraiment la mort brutale. C'est-à-dire que ce n'est pas une mort agonisée.
C'est un arrêt cardiaque, un accident de voiture, des choses comme ça, ou alors la veille du mariage, des choses comme ça. Vous verrez, il y a une espèce de récurrence qui est complètement corrélée au trauma tel qu'il est vécu dans la perte. Euh, Il y a bon, le fait de commander en double bien souvent des choses. Bon, une fois, deux fois, et puis quand ça devient un peu un acte manqué récurrent, il faut quand même se poser la question. Alors, je vais vous donner un petit truc pour que vous puissiez savoir. Alors évidemment, pardon, avant de vous donner le petit test, euh, ou quand vous avez perdu un jumeau, suivant comment vous l'avez vécu, ou vous tombez sur l'amour de votre vie très jeune et vous restez toute votre vie très fusionnel, les gens travaillent ensemble. Alors, il y a toujours cette notion de travailler ensemble. Un couple gémellaire, c'est un couple qui bosse ensemble, c'est un couple qui ne se lasse pas de la présence de l'autre et où c'est assez... l'un est l'extension de l'autre, hein. C'est assez fluide, c'est assez... voilà, il n'y a pas d'usure du couple, usure de l'amour. Un jumeau digne de ce nom ne se voit pas... Enfin, vous n'entendrez jamais un jumeau dire qu'il en a marre de son jumeau ou de sa jumelle, hein. C'est à la vie et à la mort, c'est au-delà de l'amour de la mère d'ailleurs, hein, c'est un peu plus fort. C'est une fréquence très particulière. Et bon, c'est très narcissique aussi, il ne faut pas se mentir. Un jumeau, ce qu'il aime au travers de son double, c'est sa propre image, hein, c'est Narcisse. Donc, si vous voulez, le narcissisme est alimenté en permanence par l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a plutôt intérêt dans les couples gémellaires. Alors, un demi-jumeau, on les appelle demi dans mon équipe, va rechercher un demi, puisque fréquentiellement, vous allez émettre émotionnellement la même histoire, c'est-à-dire la perte et le désir de se retrouver. Et c'est comme ça qu'on peut avoir... alors, le coup de foudre, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, puisque le coup de foudre, c'est quand même une arnaque de l'idéalisation, où vous imputez à l'autre toutes les qualités que vous souhaitez avoir chez l'autre, qui n'existent pas en vrai, hein, chez l'autre. Donc c'est vous qui collez des paillettes sur l'autre pour le voir tel que vous voulez le voir, alors que l'autre n'a jamais été autre chose que ce qu'il était. En revanche, dans la rencontre gémellaire de deux demi, il y a vraiment alors c'est assez difficile à exprimer parce que c'est incontrôlable, c'est indescriptible avec des mots, c'est continu, ça passe pas. Je veux dire, le coup de foudre, au bout d'un an et demi, l'affaire est classée. On va dire qu'il y a 6 mois de hors sol et puis après vous commencez le processus de désidéalisation qui vous mène à la réalité, à la déception permanente. Alors vous allez redescendre aussi bas que vous êtes monté haut, alors que dans la rencontre gémellaire, il n'y a pas ce phénomène. C'est-à-dire que l'autre reste là où vous l'avez vu, et puis il y a tous ces ressentis physiques, c'est au-delà de la vision, il y a vraiment un truc très primaire, très animal, je dirais presque quelquefois. Euh, ouais, c'est plutôt une retrouvaille, des retrouvailles qu'une rencontre, j'allais dire. Alors, le problème, c'est que ceux qui ont mal vécu la perte gémellaire vont vivre en boucle, pour beaucoup, des ruptures amoureuses à chaque fois qu'ils vont rencontrer un un demi-jumeau, enfin, voilà, une personne qui a une perte gémellaire. Si la perte n'est pas résorbée et que la personne garde sa culpabilité d'exister, sa responsabilité d'avoir pris toutes les ressources vitales dans l'utérus, etc. Donc il va y avoir un démarrage très très fort amoureux et au bout de, en général, ça peut durer 2 3 ans ou même un peu moins, 6 mois, enfin ça dépend des gens en fait. Il y a une rupture nette qui vient de nulle part, sans explication, c'est-à-dire que la personne ne va pas vous dire ah, t'es pénible, on s'entend pas, on n'a rien à faire ensemble. Mais aucune explication en fait. Aucune explication sur le fait qu'il y a juste un désamour brutal qui correspond, si vous voulez, à la mort du jumeau. Le premier. In utero. Et en fait, si vous voulez, dans l'utérus, un jumeau voilà, ne meurt pas petit à petit. En général, son cœur, ça va s'arrêter brutalement. Et du coup, la violence de la rupture est égale à ce traumatisme originel.
Et on va voir comme ça des gens cumuler des ruptures inexpliquées, où tout va bien, tout est fort, tout est intense, et du jour au lendemain, paf, ça s'arrête. Et en fait, ça le fait que l'autre disparaît et meurt à celui qui est quitté, et on réitère vraiment la même sensation, le drame de la perte de l'autre dans la mort. Et émotionnellement, malheureusement, pour ceux qui le vivent, c'est vécu vraiment comme si l'autre était décédé. Sans aucune prise, sans aucun retour possible, etc. Ce que ça peut provoquer aussi, la gémellité, c'est des relations homosexuelles. Bon, ça semble complètement logique, hein. Je veux dire, si ce sont même sexe dans le même œuf et que il y a une profonde adoration et une fusion forte, c'est logique que dans la réalité, certaines personnes aillent retrouver cette fusion gémellaire au travers d'une personne identique à leur propre genre. Donc ça, c'est pas du tout rare, c'est même beaucoup plus courant. C'est pas la seule raison, hein, pour faire un choix homosexuel, mais c'en est une qui est très très prégnante et très inconnue, surtout. Voilà. Donc, le petit test pour savoir si on a perdu un jumeau. Alors, cet outil, je l'ai appelé le plaire. Un joli mot pour une action un peu difficile. Alors, plaire, ça veut dire quoi? Processus de libération des émotions refoulées. Vous vous positionnez sur une chaise, sans croiser les mains, sans croiser les jambes, bien droit, sur la chaise, au fond de la chaise, et vous fermez les yeux, vous répétez en boucle. Alors, il y a deux possibilités de phrases. Je n'accepte pas la mort de ma jumelle. À haute voix, il faut penser la phrase quand vous la répétez, avec 1 seconde d'écart. Vous répétez en boucle et à haute voix, vous fermez les yeux, et vous regardez si quelque chose réagit dans votre corps. Alors, il y a des gens qui se mettent à pleurer et qui ne comprennent même pas pourquoi ils pleurent. Il y en a qui se mettent à avoir une boule dans le plexus. Il y en a, en fait, il y a plein de symptômes différents possibles. Alors, vous commencez par « Je n'accepte pas la mort de mon jumeau ». Je n'accepte pas la mort de mon jumeau. Veillez bien à ce que ça ne soit qu'1 seconde en écart, parce que vous allez monter une défense qui va vous empêcher l'inconscient de défouler l'information. Une fois que vous l'avez dit une vingtaine de fois, alors il faut essayer vraiment de se mettre dedans en conscience, hein. Si vous contrôlez et que vous fermez émotionnellement, vous n'aurez pas la réponse potentielle. Et si ça ne marche pas sur jumeaux, vous essayez jumelle. Je n'accepte pas la mort de ma jumelle. Alors, si vous avez une réponse à ça, je vous invite à aller prendre rendez-vous chez un thérapeute qui fait de la déprogrammation EMDR. En transfert, on le fait aussi, bien évidemment. Pour ceux que ça intéresse, j'ai en fait écrit tout un chapitre dans ce bouquin sur la perte gémellaire. C'est un chapitre entier qui reprend un petit peu tout ce que je viens d'expliquer. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez un peu explorer plus cette question, voilà, moi je suis à Montpellier à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau thème. Au revoir.